Bonjour à tous. Nous nous trouvons aujourd'hui au Grand Palais à l'occasion de la conférence Climat, Paris Climat, la 21e conférence des parties. Et on est dans le stand d'Énergie 2050. On a le plaisir d'avoir avec nous le directeur général de la voûte nubienne, aussi une représentante du GERES et de Terrilia Amitié Mali. Et on va discuter tous ensemble des enjeux et des défis de l'environnement construit d'une manière générale et bien sûr appliqués dans notre cas à l'Afrique. Alors peut-être quelques mots pour vous dire Énergie 2050. Énergie 2050 est une association qui travaille sur le développement durable, la systémique du développement. C'est une approche que nous avons voulu prendre en compte, sachant que nous ne croyons plus aux démarches sectorielles. Nous pensons qu'il faut conjuguer, combiner le développement d'une manière transversale et on a une petite théorie qu'on appelle celle des traits d'union qui est de créer des passerelles dès lors que l'on parle d'un sujet, questionner à minima notre démarche pour prendre en compte d'autres composantes. Alors évidemment, on parlera du bâtiment là dans notre exemple et on parlera aussi du coût de l'énergie, des usagers, de la création d'économies et de richesses associées, des gouvernements locaux. Et tout de suite, vous voyez, on fait par ricochet, on a une approche d'un projet qui peut devenir soutenable parce qu'il répond à un bouquet d'enjeux, de déterminants qui s'inscrivent dans la durée. Et Énergie 2050 est partie de cette démarche-là. Aujourd'hui, on a des actions dans une cinquantaine de pays. On travaille avec la francophonie, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la Commission européenne et aussi, bien sûr, beaucoup de partenariats associatifs. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas réinventer ce qui a déjà eu l'opportunité de développer et de montrer qu'il y avait une logique, un besoin et qui avait déjà été répondu. Donc on fait des alliances, des partenariats, de la complicité autour de projets communs. Et de temps en temps, quand dès lors on a besoin d'une innovation, on met en place quelque chose. Et là, évidemment, on essaye de fédérer parce qu'à plusieurs, on a plus de poids, plus de mesures. Et notre leitmotiv est de démultiplier les moyens d'agir. Donc, pour le coup, je vais passer la parole tout de suite à Thomas Granier, qui va nous parler de l'aventure voûte nubienne, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, et qui va nous expliquer finalement cette trajectoire qu'ils ont réussi à impulser dans un secteur relativement fragile, mais qui aujourd'hui est devenu central dans le cadre des négociations. Et je laisse Thomas en parler bien mieux que moi. Merci. Merci, bonjour. Je représente le programme de la voûte nubienne, qui est un programme qui permet une transformation de la situation de l'habitat en Afrique sahélienne. Les habitats traditionnels utilisaient du bois, déforestation et démographique se sont conjugués pour interdire tous les habitats traditionnels et les alternatives modernes, principalement pour l'immense majorité des gens la tôle, et puis pour une petite partie de gens plus aisés le béton, ne sont pas adaptés évidemment en termes d'économie locale, de confort, de durabilité, d'impact environnementaux, etc. Depuis plus d'une quinzaine d'années, au Burkina, au Mali, au Sénégal et récemment au Bénin et au Ghana, nous diffusons par une approche marché une technique très ancienne qui vient de Nubie, 3500 ans, la voûte nubienne, donc un bâtiment entièrement construit en banco, la toiture aussi, une voûte brique de terre crue, mortier de terre crue. Et pour diffuser ce concept, nous utilisons le marché. Le marché est en même temps la validation d'une proposition parce qu'un marché émerge et croît, eh bien c'est que la proposition est réellement adaptée et le marché devient le vecteur de la vulgarisation à grande échelle. Après avoir très longtemps travaillé directement et quasi uniquement avec les communautés paysannes dans les villages, dans les petites villes, aujourd'hui, enfin depuis déjà quelques temps déjà, on se tourne vers un renforcement de nos actions qui implique des acteurs périphériques, évidemment les institutionnels, les ministères des pays dans lesquels ils sont, où nous sommes, les bailleurs de ces États, la société civile, groupements paysans, organisations communautaires de base, groupements féminins, etc., mais aussi la microfinance et nous mettons en place des outils financiers de subvention, subvention de l'habitat, subvention de la microfinance et du crédit habitat, et nous mettons en œuvre des partenariats pour élargir l'intérêt du concept technique de la voûte nubienne aux questions d'énergie. Je vais ainsi passer la parole à Audrey Dugérès qui en donnera sa position en tant que partenaire sur les questions d'énergie. Merci beaucoup.
Alors oui, le GRS est une association qui existe depuis 40 ans. L'objectif, en fait, la mission première, c'est l'accès à l'énergie, le développement d'énergies renouvelables et voilà, l'aide aux populations vulnérables. Donc nous travaillons beaucoup en Afrique de l'Ouest, en Asie du Sud-Est, en Asie centrale sur des projets, dirons-nous, bas carbone. C'est-à-dire que l'idée du GRS, c'est l'idée d'une solidarité climatique avec le développement de projets bas carbone et le soutien de ces projets donc dans les pays du Sud et ici en Europe, mais aussi dans d'autres pays développés, l'atténuation, en fait, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la transition énergétique, etc. Donc à travers le développement de projets, d'accompagnement de populations et de collectivités évidemment, d'artisans, sur comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture, dans le bâtiment, dans voilà, divers secteurs. Voilà. Je vais passer maintenant la parole à Terlia Amitié Mali, qui va nous parler d'un cas très concret de mise en œuvre dans une petite collectivité au Mali. Et je vous donne la parole avec plaisir. Merci. Donc Terlia Amitié Mali est une petite association loin de 1901 de solidarité qui est en relation avec un village au sud du Mali, Niena, dans le cercle de Sikasso, depuis 30 ans pour accompagner les villageois dans leur développement. Et un des axes principaux est le transfert de savoir-faire et l'accompagnement pour aider les paysans et les villageois à produire un peu de valeur ajoutée à leur projet. Et donc quand nous avons avec eux, enfin nous les avons soutenus pour construire un certain nombre de bâtiments qui étaient dans les projets, les visions de la santé ou de l'éducation nationale. Et depuis très longtemps, nous cherchions à améliorer, à apporter des innovations, comme dans tous nos projets d'ailleurs, en matière de développement durable dans le bâtiment. Et naturellement, la rencontre avec la voûte nubienne a été capitale. Donc les techniciens de la voûte nubienne sont venus à Niena convaincre les villageois. Nous avons également permis, et nous avons été avec eux, à une dizaine de villageois de visiter le grand bâtiment du GRS, pour qu'ils voient par eux-mêmes la qualité de ce qui leur était proposé par la voûte nubienne. Et actuellement, un grand projet, une construction de 155 mètres carrés est en train de sortir de terre pour abriter une unité de production artisanale de farine protéinée pour lutter contre la malnutrition des jeunes enfants. Et cette farine sera produite par les femmes qui géreront cette unité et qui commercialiseront, qui vont produire, enfin voilà. Donc c'est vraiment le projet qui correspond tout à fait à la vision actuelle du développement, c'est-à-dire un développement durable, un transfert de savoir-faire et par derrière une production, une plus-value et la vie qui s'améliore pour tout le monde. Merci pour cette première introduction. Peut-être pour qu'on se mette maintenant dans une perspective de finalement pourquoi on est là tous aujourd'hui en train de parler de ce bâtiment que l'on veut durable et adapté aux réalités des populations, qu'elles soient d'ailleurs du sud ou du nord. Peut-être qu'on peut en quelques mots se souvenir des grands défis auxquels l'Afrique va être confrontée, puisqu'on a ciblé pour l'Afrique, mais on aurait pu prendre d'autres pays. Peut-être se souvenir aussi que dans le cadre de la Convention climat, ici, nous devons avoir un accord ambitieux
qui normalement devrait être bien au-delà des 2 degrés, mais imaginons même qu'on ait déjà l'accord des 2 degrés et que cet accord ne peut pas se faire sans des secteurs sur lesquels on va avoir des opportunités de réduction de gaz à effet de serre. Ceci étant dit, dès lors qu'on arrive à mettre l'équation en ces mots, le secteur du bâtiment paraît central. Aujourd'hui, c'est quasiment 30 à 40% des émissions mondiales. Maintenant, si on élargit à l'environnement construit, c'est 70% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Si maintenant on croise ça avec la démographie, avec les migrations de population et avec les questions de vulnérabilité et les enjeux d'adaptation, on est confronté à une espèce de bombe climatique qui fait que si nous n'agissons pas aujourd'hui sur le bâtiment, et là on est tous des acteurs qui agissons sur l'environnement construit entre autres, mais néanmoins c'est au moins le trait d'union que nous avons tous aujourd'hui, si on n'agit pas sur le secteur du bâtiment, on va avoir des verrous, puisqu'un bâtiment mal construit aujourd'hui, c'est un verrou énergétique de demain. Un environnement construit non bien géré aujourd'hui, c'est un verrou. Et en plus, on jette la clé, puisque par rapport à la pression urbaine de demain en Afrique, on n'aura pas l'opportunité de revenir en arrière. Et avant de vous repasser la parole pour avoir vos réactions, et peut-être pourquoi pas aussi nos idées de solutions, il faut aussi se souvenir que les enjeux de l'urbanisation africaine vont être de 2 milliards d'urbains supplémentaires dans les 2 prochaines décennies. Ce qui veut dire qu'on est confronté à une rapidité de transition urbaine que nous n'avons jamais expérimenté ailleurs sur Terre. Jamais, même en Asie. L'ONU Habitat traduit ça par 40 000 logements à construire, 400 000 logements par jour. Donc on voit bien que nos actions, non seulement sont essentielles, mais plaident pour une démultiplication de masse. Vous vous souvenez que c'était un des leitmotifs d'Énergie 2050. Je crois que c'est aussi un de vos leitmotifs, en tout cas j'imagine. Mais on est confronté à ces défis et nos actions prennent toutes leurs, j'ai envie de dire, opportunités aujourd'hui dans cette convention climat où on doit se concentrer sur des solutions. Aujourd'hui, on est même au Grand Palais dans ce qu'ils appellent les solutions. La COP de Marrakech, la prochaine, sera le sommet des solutions. Mais on voit bien que si aujourd'hui on n'arrive pas à répondre à ces défis, même avoir un accord n'a absolument aucun sens. Donc je voudrais avoir vos réactions et peut-être aussi comment vous et nous avons répondu à ces défis aujourd'hui et hier et puis demain. Et pourquoi pas ensemble demain. Mais tout ça pour dire que notre défi n'est pas simplement de parler d'une innovation sociale qui peut créer une richesse, mais c'est aussi de répondre à une innovation globale par rapport aux enjeux climatiques dont on débat aujourd'hui à Paris. Donc je repasse la parole dans le même tour, mais on aura plusieurs petits tours et on fera bien évidemment, on partagera tout ça ensuite avec le grand public. Ce que peut-être AVN pourrait apporter, une contribution qui pourrait être apportée, c'est notre méthode autour du marché. La question centrale, c'est comment est-ce que, devant une innovation intéressante, comment vous passez d'une innovation à l'acceptation et à l'appropriation de cette innovation par les populations à une échelle macroéconomique. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, qui prend beaucoup de temps et qui demande un peu étude de marché, installation, méthodologie. Et c'est peut-être là qu'AVN se place parce que sur une thématique qui est compliquée, l'habitat qui est lourde en termes de, économiquement bien sûr, mais culturellement, en termes de transmission, en termes de valeurs culturelles, eh bien, semble-t-il pour l'instant, AVN semble avoir permis l'émergence d'un marché, le marché étant le vecteur de la diffusion. Voilà peut-être un témoignage qui peut servir à alimenter les façons d'approcher des diffusions de solutions. Avoir une bonne idée. 1, 2. Ça marche ? Je vais te poser une question parce que je pense que c'est utile, parce que nous, on connaît la réalité. Je pense que ce serait intéressant que tu dises le nombre de maisons qui ont été construites et peut-être comment ça a pu se passer, cette histoire. Parce que ça fait partie de la légende d'AVN. Et très clairement, je crois que ça va intéresser les gens qui regarderont cette vidéo ensuite. Que je crois que c'est un cas quasi unique quand même, où il y a eu cette espèce d'appropriation, même si c'est compliqué, et qui a fait que maintenant on est dans un processus qui est quand même vraiment émergent et qui peut demain devenir un processus de masse. Voilà, donc je me permets de te couper, mais pour t'inviter à dire au moins ces chiffres, parce que je crois que ça intéressera tout le monde. Bon, les chiffres restent extrêmement modestes au regard des besoins. On parle de 3000 voûtes nubiennes pour à peu près 2000 chantiers. On parle surtout d'une croissance de 30% du nombre de chantiers mis en œuvre tous les ans, et ceci dans une dynamique de marché réelle.
Donc voilà quelques chiffres. C'est plus de 600 des constructions dans plus de 600 localités en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, et puis 400 maçons formés ou en cours de formation. Avoir une bonne idée, c'est une chose, et très bien, et bravo, mais prouver que cette bonne idée était véritablement une bonne idée en la faisant adopter par une population conséquente, on parle en centaines de milliers de gens, en millions de gens, alors là c'est autre chose. Trop souvent, on se contente de proposer une idée, d'estimer qu'elle est la bonne, d'en faire un petit peu la démonstration, et on laisse la part de travail considérable nécessitant à vulgariser cette idée, on la laisse. Moi, sur le côté technique de la voûte nubienne, j'ai travaillé entre 2 et 6 mois. Sur le côté capacité à dupliquer, j'ai dû travailler 15 ans et on est à peine au début d'un processus. Donc voilà. Et puis l'idée de cercle vertueux, on utilise souvent cette expression. Je veux reprendre la parole de Lao Tzu qui disait « il ne faut pas donner du poisson, il faut apprendre à pêcher ». Oui, Lao Tzu avait raison, il faut apprendre à pêcher, mais on peut aller plus loin. Non seulement il faut apprendre aux gens à pêcher, mais il faut leur apprendre à réparer leurs filets, leurs outils de pêche. Et là, on voit l'idée de pérennité d'une proposition. Et il faut leur apprendre à vendre le poisson. Et c'est là qu'on arrive à un véritable cercle vertueux, dans lequel les parties prenantes dans l'ensemble sont impliquées. Voilà, je repasse la parole à Audrey. Merci beaucoup. Oui, alors je rejoins complètement la voûte nubienne sur ce point, parce que c'est vrai qu'au GRS, finalement, on a un peu la même démarche de développement de filières, mais en s'appuyant sur ce qui existe déjà, évidemment, parce que là est tout l'intérêt. Et on a eu un peu la même démarche, même complètement cette démarche en Asie centrale, avec la technique du bioclimatisme pour les serres solaires passives, ou bien le bioclimatisme dans l'habitat en Afghanistan. On a développé pareil entre 3 et 4 000 vérandas. C'est des très belles références. Et voilà, et on est vraiment sur la formation des artisans, sur l'utilisation évidemment des matériaux locaux, donc adapter aussi la technologie par rapport à ce qu'on a sur le terrain. Et c'est vraiment un bel exemple, encore une fois, voilà, de selon nous ce qu'il faut faire, c'est-à-dire vraiment s'appuyer sur ce qui existe déjà pour pouvoir déployer finalement nos solutions. Et évidemment, maintenant, ce qui se passe au Mali pour le GRS avec la zone d'activité électrifiée, on s'est complètement inspiré puisque voilà, on a travaillé avec la technique de la voûte nubienne. Donc sur cette zone électrifiée, ce qui était très important, c'était là aussi d'accompagner 17 artisans locaux sur cette technique-là, de les former et qui puissent aussi à leur tour évidemment participer à cette construction et à d'autres constructions futures. Voilà, donc très intéressant. On vous redonne la parole pour nous redonner le ressenti d'une petite commune qui s'engage aussi dans un tel processus. Ça marche ? Oui, ça marche. Bon. D'accord. Nous sommes une petite association qui travaillons dans une toute petite ville, un village qui est en train de devenir une ville, et nous sommes généralistes, mais nous pouvons tout à fait nous insérer dans cette démarche systémique, puisque d'une part, nous avons toujours, une des lignes principales de cette coopération avec les villageois est le transfert de savoir-faire. Donc forcément les innovations se démultiplient et avec la voûte nubienne évidemment ça va créer du désir en plus, ça en crée à chaque fois mais ça va en créer encore en plus et comme les projets sont des projets aussi économiques, bien souvent ils créent du pouvoir d'achat et du pouvoir d'entreprendre. Parce que le pouvoir d'achat en Afrique, dès qu'il y a un tout petit surplus, ça devient du pouvoir d'entreprendre. Et ça, c'est très important. Voilà. Et puis, nous sommes aussi très conscients
du fait que cette petite ville en explosion a beaucoup de besoins de réflexion et de prospective. Et c'est pas facile au sud du Mali de faire de la prospective quand on est des villageois, des paysans qui s'adaptent au fur et à mesure. Voilà. Donc nous avons aussi cette vision de les accompagner dans cette prospective pour peut-être faire une planification de l'agrandissement de la ville, de l'aménagement des je ne sais plus comment ils appellent ça, des carrés de verdure dans la ville. C'est très très difficile à faire passer comme idée, mais voilà, ça vient. Et donc la rencontre avec votre association est particulièrement intéressante pour nous, parce que nous avons sûrement beaucoup de choses à apprendre et beaucoup d'idées à faire germer à vos côtés. Peut-être pour se redonner, si vous avez tous encore un peu de temps, on peut se donner après un autre tour de parole. Et peut-être aussi, pour compléter ce que vous avez dit sur la formation et sur les dynamiques qu'on doit apporter, il doit y avoir une complicité d'acteurs. Et là, je vais remettre dans le contexte de la conférence climat et puis aussi reparler un peu de ce qu'on a fait pour compléter un peu vos dynamiques et de vos initiatives. C'est à la fois travailler au niveau institutionnel, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de cette complicité positive, qu'on travaille au niveau des gouvernements locaux, qui, tout à fait accessoirement, hier, on peut le regarder puisque c'est ici, il y a eu l'initiative de la francophonie pour des villes durables qu'on a cofondée avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui travaille justement sur cette systémique de l'environnement construit. Et il y a déjà des maires qui s'engagent dans des processus de rénovation urbaine. Alors là, c'est tout à fait intéressant dans le contexte africain, puisqu'on n'est plus simplement en train d'essayer d'anticiper la ville de demain, qui est une ville souvent subie, mais aussi d'essayer de reprendre en compte l'existant. Et on a eu hier le maire de Grand Bassam qui a décidé de vouloir devenir une ville exemplaire durable sur de la rénovation. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Mais pour compléter, il y a aussi, vous le savez, l'exercice des contributions prévues déterminées au niveau national, qui sont le socle de l'accord de Paris, c'est-à-dire l'exercice qu'ont fait chacun des pays pour essayer d'écrire leur feuille de route sur 2020-2030 en termes de développement. Et alors, on a eu la chance, nous, de travailler, de contribuer à l'écriture de 7 contributions nationales dans lesquelles l'environnement construit a eu enfin ses marques de noblesse. Dont d'ailleurs, une des CPDN a noté la technique de la voûte nubienne comme un élément clé pour le futur, mais pas simplement, il y a eu aussi toutes les dynamiques urbaines qui ont été prises en compte. Donc ça, c'est pour dire que ça commence aussi à être important, puisque les États commencent à s'emparer de cette histoire de co-bénéfice dont vous parliez, à la fois économique, social, et puis pourquoi pas d'appropriation d'un territoire en transition, parce qu'on est quand même tous là en train d'essayer de dire qu'il faut que ça marche. Et peut-être pour compléter ce qu'on n'a pas encore bien dit, et même s'il y a déjà des actions de formation, il faut aussi qu'on travaille avec ceux qui dessinent la ville. Et là, on a mis en place, dans le cadre de cette initiative de la francophonie pour des villes durables, une formation qui commence à tourner en Afrique, qui est une formation qui est basée pour l'instant hébergée à Lomé, au Togo, avec l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, qui couvre les 14 pays de l'UMOA. Pas que les UMOA, mais 14 pays de la région, et dans lesquels on a mis en place une formation qui mélange pour la première fois les 3 filières, architecture, urbanisme et gestionnaire urbain. Pourquoi on a marié ces gens-là? Pour que chacun prenne en compte la réalité de l'autre. Parce que c'est toujours facile d'imaginer qu'on est le décideur, qu'on soit un élu, qu'on soit un architecte, qu'on soit un énergéticien, un constructeur, mais l'air de rien, l'un sans l'autre, c'est juste une énième imbécilité. Et donc là, du coup, on a mis en place une formation continue. On vient de terminer au mois d'octobre la 4e session. Et vous allez voir pourquoi elle est intéressante, parce qu'elle rejoint nos préoccupations. C'est qu'on n'a pas voulu une formation que théorique, puisque c'est avec des praticiens, qui sont toujours des gens avec un pouvoir de démultiplication fort. Et chaque fois, on a une vingtaine de participants d'une quinzaine de pays. Et on les a pendant 4 mois. Un mois présentiel, une semaine présentielle, pardon, sur lequel on fait un travail sur l'énergie, parce qu'on a beau en parler, ce n'est pas un commun dénominateur en Afrique, même pour l'architecte. Et ensuite, on les accompagne à distance. Alors l'équipe pédagogique, on la préside, mais on est une équipe plurielle. Il y a des Sénégalais, on a une personne de Côte d'Ivoire, donc on a une équipe plurielle. On les accompagne sur des projets qu'ils vont faire dans leur pratique professionnelle.
Donc un urbaniste va être en train de travailler sur son sujet. Une agence privée dans l'architecture va travailler. Et là, du coup, on commence à avoir un bouquet de projets puisque le point d'entrée qu'on leur demande, c'est la systémique du développement urbain. Et c'est le trait d'union, c'est énergie-climat. On aurait pu prendre autre chose, mais en Afrique, c'est quand même un trait d'union intelligent. Et du coup, on les revoit 4 mois après pour mutualiser ces pratiques. Et ça commence à être un réseau. On a déjà quasiment 60 projets qui existent. Modeste, hein, mais c'est quand même là. C'est quand même là. Et deuxième victoire qu'on a eue avec cette école, qui est maintenant partie prenante de l'initiative, c'est qu'ils ont mis dans la formation initiale, ce qui est une révolution en Afrique, un cursus sur la transition énergétique dans l'environnement construit. Et je dis une révolution parce que même pour cette école-là, ça n'existait pas. On est maintenant plus de 300 étudiants formés, qui sont demain les futurs décideurs, architectes, dessineurs de villes. Et pour aller encore plus loin, et ça je pense que ça va tous vous nous intéresser pour nos futurs collectifs, c'est que maintenant les ordres d'architectes nationaux reprennent le flambeau. On a déjà eu ça au Burundi, on a eu ça en Côte d'Ivoire, ils sont maintenant complices du projet Grand Bassam, et on commence à voir ça maintenant avec d'autres pays qui nous demandent, Burkina Faso entre autres. Pourquoi ça va être intéressant? Parce qu'évidemment, nous, notre objectif, vous l'avez compris, on veut mutualiser. C'est un peu le leitmotiv d'Énergie 2050, parce qu'on considère que tout seul, même si on est très innovant, on sera juste une énième imbécilité, j'ai envie de dire, parce qu'on restera innovant avec nos petites réussites, nos grandes réussites, on espère, mais voilà. Alors qu'on est face à des enjeux colossaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est très content d'avoir réuni les acteurs autour de la table, même des petites associations qui pour moi ne sont jamais petites. Mais bon, on en reparlera autour d'un café. Je ne sais pas ce que veut dire petite association. Dès lors qu'elle est utile, elle a tout son sens. Mais bon. Mais pour ça, pour dire qu'on doit avoir cette approche plurielle, c'est que prendre en compte la contrainte de l'autre. Et ça, je crois que, pour rebondir sur ce qui a été dit par mes deux précédents collègues de GRS et de AVN, je crois que c'est certainement le point le plus bloquant aujourd'hui. C'est qu'on a des solutions, ce que nous on appelle à Énergie 2050 des pépites, on en a plein. Mais sauf qu'elles ne sont pas sur le marché. Et on doit se demander comment faire. Alors évidemment, il y a besoin d'alliance, besoin de complicité, mais je crois qu'on a besoin nous-mêmes de questionner nos pratiques professionnelles pour se dire qu'est-ce qui doit faire que demain, un acteur, un architecte, un maçon dans un village perdu ou dans une ville, quelqu'un qui va se payer une question de suraccorder qu'est-ce que je fais de l'énergie, va se dire j'ai un réflexe pavlovien, je dois faire ça pour avoir du sens, créer une valeur économique. Voilà. Donc je vous demande de réagir peut-être sur ce que je viens de dire, mais je crois que vraiment c'est comme ça qu'on pourra construire ce futur auquel on adhère tous et on a envie qu'il devienne une réalité. Sinon on va vieillir, on sera un peu amer d'avoir loupé le coche. Mais je crois qu'on est là aujourd'hui pour faire que ça marche. Voilà. Donc, je vais vous faire réagir peut-être dans l'autre sens, pour le coup, comme ça on va être un peu provocant. Je vais vous donner la parole à nouveau, après GRS et AVN. Et après, on pourra conclure peut-être cet échange, mais qu'on va reproduire dans d'autres enceintes. On le dira un peu tout à l'heure, parce qu'on a beaucoup d'événements dans lesquels, d'ailleurs, on va retrouver souvent nos complices pour essayer de continuer à porter cette parole. Voilà, je vous redonne la parole sur ce que je viens de dire. Bon, c'est bien de tourner dans ce sens-là, parce que ça va finir en apothéose. Mais bon, alors nous, on est quand même petits. Et en fait, nous servons de médiateurs. Nous ne faisons pas énormément de choses sur en grande dimension, mais nous sommes médiateurs. Et donc, nous sommes toujours en recherche de rencontres, en recherche de mise en contact. Et donc, nous ne pouvons qu'adhérer à cette démarche. Et à chaque fois que nous rencontrons des gens comme vous, ça nous ouvre plein d'univers et ça nous donne des idées que nous transmettons, que nous discutons, etc. Donc, nous sommes complètement sur la même ligne, en tout petit, mais c'est par là que ça commence. Alors c'est sûr que pour le GRS, le mode d'intervention est un petit peu le même à chaque fois, dans le sens où on ne travaille jamais seul, ou en tout cas très rarement. Et c'est vrai que c'est très important d'avoir des partenariats locaux, évidemment. Et encore une fois, l'idée n'est pas de s'approprier les choses, mais au contraire de les diffuser et que ce soit les gens bénéficiaires qui les approprient. Et puis, pour aller plus loin aussi, je pense qu'il est aussi question de partenariat à plus grande échelle, c'est-à-dire que les projets que nous tentons de développer au sud, nous souhaitons qu'ils soient aussi soutenus par nous au nord. Parce que c'est aussi, je pense,
l'objectif des années à venir, c'est justement d'appuyer, de soutenir ces populations à travers un développement bas carbone et donc à travers des financements, mais pas que, à travers une expertise dans tout domaine et comme vous le disiez tout à l'heure, du coup une complémentarité, une symbiose entre tous pour voilà, arriver à faire que ces populations puissent bénéficier des meilleures technologies. Moi, je reviendrai sur ce que je connais le mieux, c'est-à-dire le programme de la Voûte Nubienne. C'est intéressant de voir qu'après avoir travaillé de nombreuses années sur le terrain et d'avoir enclenché cette dynamique de marché qui permet et de valider et de faire croître la proposition, il devient évident que les partenaires, les secteurs périphériques doivent être impliqués et qu'on va d'une vision programme d'un programme vers une vision programmatique dans lequel les éléments des thématiques périphériques s'installent de manière centripète dans la dynamique. Je l'ai dit tout à l'heure, la microfinance, la subvention éventuellement, et les acteurs qui portent ça, des partenaires. On parle de l'habitat, on va donc forcément parler de l'énergie, des partenaires de la formation professionnelle, des partenaires de développement de toute taille œuvrant à différents endroits et évidemment les forces politiques. Être ici à la COP21 aujourd'hui, c'est une occasion unique de rencontrer les décideurs et de les confronter à nos propositions pour leur faire comprendre le sens de nos démarches et les y impliquer. Donc, voilà, moi j'aime bien cette idée de passer d'un projet à un programme et d'un programme à une vision programmatique avec toute la dimension circulaire que ça implique. Et alors évidemment, c'est un travail considérable de sensibilisation, d'accompagnement, de pédagogie et à des niveaux qui vont donc depuis le paysan apprenti maçon au fin fond du village, jusqu'au ministre, jusqu'aux décideurs d'un fonds international. Et il faut être capable d'avoir un dialogue cohérent et soutenu avec chacun des interlocuteurs de cette extraordinaire chaîne humaine que peut constituer un programme et cette vision programmatique que je viens de décrire. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces contributions positives. On va peut-être conclure cette table ronde un petit peu informelle, mais néanmoins essentielle. Peut-être pour dire qu'on est à mi-parcours de la COP. On se trouve ici être vendredi. Donc normalement, le texte des négociations devrait être sur la table. Il est déjà sur la table, mais il devrait encore évoluer un petit peu d'ici normalement à lundi, où il y aura à nouveau les grands, les high-level segments, comme on dit, les grands qui seront là pour décider de l'avenir de ce document qui est sur la table. Espérons que l'environnement construit y sera bien présent. Hier, on a eu la première vraie journée Buildings Day d'une conférence climat. Même si nous, les anciens, on a tendance à se souvenir que déjà à Copenhague, on avait fait un side event avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. À l'époque, il n'y avait pas encore Énergie 1050, mais j'étais déjà dans les instigateurs de cette espèce de coming out qu'on faisait sur le bâtiment. On avait appelé ça le Buildings Count for Climate. Et à l'époque, la salle était pleine, mais la voix du bâtiment n'était pas encore entendue. Hier, on a eu la première grande journée bâtiment dans le cadre de la Convention climat. Espérons que dans la décision, dans ce qui va être ensuite mis en place, dans le bouquet de solutions qui sera recommandé et pris en main par les pays, le bâtiment sera présent. En tous les cas, nous, on sera là. On vous invite à nous retrouver sur le stand du Grand Palais Énergie 2050, où on partage et on accueille beaucoup de partenaires, et aussi dans les événements qu'on va faire tous ensemble, que ce soit en zone au Bourget accrédité, au Bourget en zone société civile, et aussi au Grand Palais, et en particulier pour des lancements d'initiatives comme dimanche, une initiative carbone africaine. Donc soyez avec nous, on se retrouvera avec grand plaisir. Je pense que beaucoup des intervenants qui sont autour de la table seront parmi les complices avec qui on parlera encore pendant ces instants avec vous à la COP. Merci beaucoup.